Bonjour, bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences. Cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes avec TSA, trouble du spectre autistique. Aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'était l'alimentation. Parce que on entend énormément de choses au niveau de l'alimentation. Soit une énorme sélectivité alimentaire, alors ça c'est quand même assez classique, que l'enfant ait une très forte sélectivité alimentaire, ou au contraire, du remplissage, du fait qu'il puisse manger sans faim. Alors, ce que je voulais aborder, c'est les spécificités sensorielles autour de l'alimentation. Parce qu'il y a énormément d'enfants qui ont une très forte sélectivité alimentaire, qui ont un comportement alimentaire spécifique, réel, lié justement à leur traitement de l'information sensorielle qui est différent. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte parce que quand on prend en compte les spécificités sensorielles, même dans l'alimentation, on se rend compte qu'on peut vraiment travailler la diversification alimentaire et résoudre énormément de problèmes. Alors, déjà, la première question à laquelle je voulais répondre, c'était pourquoi travailler la diversification alimentaire? Alors, il y a une réponse qui est vraiment évidente, simple et qui est primordiale, c'est la santé. Parce que lorsque on ne peut pas manger d'une manière diversifiée, alors je parle bien de diversifier, je ne parle pas forcément bon pour la santé, avoir 7 fruits et légumes par jour, je parle au moins avoir des apports diversifiés, et il y a forcément des carences alimentaires, des carences au niveau du calcium, du fer, des vitamines, et j'en oublie. Du potassium. Et ces carences-là, qu'est-ce qu'elles vont entraîner? Elles vont entraîner de la fatigue, elles vont entraîner des troubles du comportement, un comportement un peu plus dépressif. Et ça, pour une personne avec TSA, très souvent, on a vraiment tendance à minimiser tout ça. C'est-à-dire, il a des troubles du comportement parce qu'il est TSA. Il a des troubles du sommeil, oui, il est TSA. Et en fait, on oublie qu'ils peuvent aussi avoir des troubles du comportement parce qu'ils ont des problèmes physiques, parce qu'ils ont des carences alimentaires. Et ça, c'est des choses sur lesquelles vraiment il faut qu'on ait notre attention et qu'on soit vigilant. Donc, il y a tous les compléments alimentaires qu'on peut mettre en place. Et c'est vrai que moi, j'encourage très souvent les familles de temps en temps faire des bilans quand c'est possible, des bilans sanguins, pour voir s'il n'y a pas des carences alimentaires en calcium, en magnésium, en fer notamment. C'est des choses assez primordiales qui agissent directement sur les capacités de concentration, sur les troubles du comportement, sur le sommeil. Donc très important quand on voit tous les comportements que peut mettre en place une personne avec TSA. À votre avis, quel sens est directement lié à l'alimentation? Alors, souvent c'est le goût. On entend parler, on va penser au goût et à l'odorat. Mais il y a d'autres sens qui sont directement impliqués dans le comportement alimentaire. Quand on est à table et qu'on va manger, quels sens sont impliqués dans le fait de pouvoir manger? Alors, effectivement, il y a le goût des aliments une fois qu'ils sont dans la bouche. Mais il n'y a pas que le goût une fois qu'ils sont dans la bouche. Il y a aussi le tactile. Alors, on parle d'oralité, mais moi, je vais parler de sensations tactiles, effectivement, orales. Une personne qui a une hypersensibilité tactile, très souvent, elle va avoir aussi une hypersensibilité tactile dans la bouche, puisque de toute façon, c'est les récepteurs tactiles, ils sont aussi situés au niveau de la langue, au niveau de l'intérieur des joues, au niveau des lèvres. Donc, une personne qui a une forte hypersensibilité tactile, elle va avoir beaucoup de mal avec les morceaux, avec certaines textures. Et c'est pas lié au goût, ça, c'est lié aux textures. Donc ça peut être et lié au goût et lié aux textures, mais c'est deux sens différents du coup. Ensuite, il y a le visuel. Le visuel, c'est extrêmement important. L'allure de l'aliment, la couleur de l'aliment. Parfois, il y a une énorme sélectivité alimentaire uniquement par rapport à l'apparence de l'aliment. Si l'aliment a une apparence dure, si l'aliment a une apparence visqueuse, si l'aliment a une couleur spécifique. Quand vous avez un enfant, là moi par exemple j'ai une famille qui m'a posé la question, ils mangent que des choses qui ont un packaging bleu et rouge. Et au quotidien, ils n'utilisent que des jouets. Il va il se déplace même au niveau par exemple du canapé, du pouf, et il va s'asseoir sur le pouf qui est bleu et rouge. Donc il va vraiment être très attiré par certaines couleurs
Et au final, à force de questions pour travailler le comportement alimentaire que j'ai posé auprès de la famille, on s'est rendu compte que l'enfant ne mangeait soit que des aliments bleus et rouges, soit que des aliments dont le packaging est bleu et rouge, soit lorsque le support était bleu et rouge. Et ça, on a pu travailler aussi la diversification alimentaire en changeant la couleur du support. Donc la couleur du support, c'est quoi? C'est tout simplement une assiette en plastique bleu, des couverts en plastique bleu ou rouge. Et du coup, ce qu'on mettait dedans pouvait être ingéré, pouvait être goûté parce qu'il y avait un bon support. Et ça, c'est des choses vraiment qui sont très importantes. Au niveau visuel, il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi le fait que les personnes qui peuvent avoir une très forte hypersensibilité visuelle, en fonction des endroits dans lesquels on mange, si la lumière, si le nombre de personnes est important, je pense aux cantines, je pense aux dîners de famille, je pense aux dîners de fête, au restaurant, tout ça, ça peut être compliqué parce que trop d'informations visuelles à gérer. Et c'est pas qu'ils n'ont pas faim, c'est pas qu'ils veulent pas manger, c'est pas que au niveau gustatif ça va pas, c'est que l'environnement n'est pas du tout propice au fait qu'ils puissent manger. Il y a le visuel, il y a l'auditif. L'auditif, souvent au niveau des repas, c'est une catastrophe. Lorsque la personne, lorsque l'enfant, l'adolescent, l'adulte est hypersensible au niveau auditif, tous les endroits qui vont être bruyants, ça va être hyper compliqué. Donc il va y avoir des fuites, il va y avoir des troubles du comportement alimentaire ou autre, agressivité, fuite, le fait de sortir de table sans arrêt, que ça soit dans les cantines, au restaurant et même à la maison, parce que quand il y a une famille un petit peu nombreuse, souvent le repas c'est un moment convivial où on se raconte notre journée, où on parle. Plusieurs personnes qui mangent en même temps, ça veut dire plusieurs coups de fourchette, plusieurs bruits de couteau, plusieurs bruits de verre. Les verres qui cognent contre les assiettes. Il y a énormément de bruit. Lorsqu'on est sur un repas, dans un dîner de famille, il y a un bruit monstrueux si on prend chaque information les unes à côté des autres. Et ça aussi, ça va impacter sur le comportement alimentaire. Au niveau vestibulaire, le vestibulaire, la gestion de l'équilibre, le mouvement. Un enfant qui a besoin de bouger, qui ne supporte pas être immobile, dont le cerveau traite mal l'information vestibulaire et du coup a besoin d'être en mouvement. Cet enfant-là, souvent, quand on veut manger, on lui demande d'être assis et de ne pas bouger. Donc cet enfant-là, il va éviter de manger pour ne pas être assis. Donc c'est pas qu'il n'a pas faim, c'est pas qu'il veut pas manger, c'est pas qu'il supporte pas certaines choses, c'est qu'il ne supporte pas être assis longtemps. Vous voyez bien au niveau du comportement alimentaire, quels sont les sens impliqués dans la diversification, dans le fait d'être vraiment sélectif au niveau alimentaire. Le visuel, l'auditif, le vestibulaire, le goût, l'odorat. Je regarde ma fiche parce que au final, tous les sens sont impliqués. Tous les sens sont impliqués dans le comportement alimentaire. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte. Lorsque on dit il n'a pas de choix, il doit manger comme les autres, il doit aller à la cantine, il doit faire le repas de famille comme les autres, c'est comme ça. Ok, mais ça doit être un objectif, c'est pas un dû. S'il a une hypersensibilité auditive qui ne supporte pas le bruit, ça peut être un objectif qu'il puisse manger avec les autres, parce qu'effectivement, on ne va pas le laisser manger toute sa vie tout seul dans une chambre. Ça, pour moi, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de respecter à l'excès inverse tout le fonctionnement sensoriel de l'enfant, mais c'est de l'adolescent ou de l'adulte, mais c'est plutôt de l'amener à pouvoir comprendre l'intérêt de faire autrement et à pouvoir y accéder. Parce que c'est pas parce que l'enfant souffre au niveau auditif de l'ambiance sonore qu'il n'a pas envie d'être avec les autres, d'un point de vue affectif. Et du coup, souvent, pour parler vulgairement, c'est des personnes qui ont le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas l'ambiance, mais en même temps, ils aimeraient bien être avec les gens. Il y a des outils à mettre en place, il y a des aménagements à mettre en place, peut-être au niveau du temps. Déjà, il sait combien de temps ça va durer. Ensuite, il y a des casques, il y a des oreillettes, il y a des petits bouchons d'oreilles qui vont permettre de diminuer l'agression sonore. Il y a aussi
des désensibilisations, justement, la confrontation petit à petit au bruit, à certaines fréquences de son, en dehors de ces temps de repas, pour faire en sorte qu'ils puissent après mieux les tolérer pendant ces temps de repas. Moi, j'ai rencontré des adolescents qui supportaient pas les bruits de fourchette. Alors, pour manger, c'est compliqué des bruits de fourchette, vous voyez. Donc du coup, on désensibilise petit à petit à cette fréquence-là, cette fréquence sonore. Au niveau visuel, ça va être la même chose. On va faire attention aussi à la place qu'a l'enfant au niveau des fenêtres, de la lumière, parce que ça peut impacter dessus. Encore une fois, moi je ne suis pas à dire qu'il faut absolument rentrer dans les rigidités. Je dis juste que ça donne une porte d'entrée pour pouvoir faire en sorte déjà de travailler la diversification alimentaire, et puis après on va le travailler petit à petit. En changeant le support, on prend l'aliment que l'enfant adore, et puis devant lui, on va le changer de support. Voilà, changer de couleur, pour que lui il voit qu'au final, c'est pas lié, c'est-à-dire que la vue n'est pas liée au goût. Et ça fait partie justement de l'absence de tri neuronal. C'est-à-dire que comme l'enfant traite tous les sens sur le même plan tout le temps, pour lui, la vue est liée au goût. L'odorat est lié au goût. Le visuel est lié au goût. Si c'est pas beau, ça va pas être bon. Nous, on est un peu comme ça, quand même, mais à l'extrême. Si je vous montre un œil de bœuf, vous n'allez pas le manger, même si le goût est hyper bon. Si je vous mets du chocolat sous forme d'œil de bœuf avec les nerfs d'œil de bœuf, je fais exprès d'avoir une image un peu dégoûtante, vous n'allez pas le manger. Même si à l'intérieur c'est du chocolat, même s'il est en chocolat, vous allez avoir du mal à le manger. Et si je vous dis mais c'est du chocolat, ouais d'accord, mais c'est pas beau ton truc. Donc ça, voilà, prenez-le en compte. Il y a plein de choses petit à petit qu'on peut vraiment mettre en place, travailler sens par sens. Moi je dis souvent aux parents qui me posent la question, il y a énormément de choses qu'on doit travailler en dehors des temps de repas. Donc, l'acceptation au niveau visuel de l'apparence des aliments, on va les travailler en dehors du temps de repas. Mais c'est pareil, le tactile, le nombre d'enfants qui ont des gros problèmes de sélectivité alimentaire à cause de la consistance des aliments, à cause des morceaux. Je pensais à yaourt avec morceaux, les différentes textures qui se mélangent dans un aliment, parce qu'un aliment n'a pas forcément toujours la même texture. Ça, c'est horrible pour une personne qui est hypersensible au niveau tactile, ça va créer beaucoup de haut-le-cœur, des vomissements, donc des angoisses, donc des refus. Ça, il faut absolument qu'on travaille une désensibilisation de la sphère orale, mais en dehors des temps de repas, en dehors de l'alimentation, avec des brosses à dents, avec des cotons-tiges, avec des différents types de matériel qui vont permettre petit à petit de travailler. Au niveau vestibulaire, c'est pareil, on va travailler la position de l'enfant, le fait que l'enfant puisse rester assis 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, même 5 minutes, même 3 minutes au début, en dehors des temps de repas, pour qu'au niveau du temps de repas, il puisse le faire et que ça n'ait pas un impact sur son alimentation. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous ai donné plein d'informations. En fonction de vos retours, en fonction de vos questions, je vais faire d'autres vidéos qui vont être plus pointues sur les outils sens par sens qu'on peut mettre en place si ça vous intéresse autour des outils alimentaires, autour de l'alimentation, de la diversification alimentaire. Donc n'hésitez pas surtout à mettre vos commentaires, à poser vos questions, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des autres vidéos. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À très bientôt. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.